L'anaphylaxie, c'est une réaction allergique imprévisible, immédiate et sévère, pouvant engager le pronostic vital. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver et c'est la semaine mondiale de l'allergie en France. Pour vous en souvenir, c'est simple, vous dites SMAF. Je reçois à cette occasion le docteur ou la docteure Juliette Caron. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Merci à vous de vous être rendu disponible pendant cette semaine, d'autant plus que vous venez de Lille. Oui, tout à fait. Spécialement pour parler de cette semaine de l'allergie mondiale de l'allergie en France. Vous êtes praticien des hôpitaux allergologues à Lille. Oui, je travaille à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille et donc je suis praticien hospitalier et donc je travaille dans une équipe d'allergologie adulte pour les adultes et les enfants. Et donc on voit toutes sortes de pathologies, des allergies alimentaires, respiratoires, mais également on travaille beaucoup sur les intolérances alimentaires. On verra la différence. Voilà. Tout à l'heure, parce que beaucoup de gens font un mix des deux. Alors c'est la semaine mondiale de l'allergie en France. Une semaine pour sauver des vies avec un site qui est dédié. Oui, c'est semaineallergie.fr et donc on peut retrouver tous les événements de cette semaine sur ce site. Donc l'objectif c'était de faire comme chaque année un site 100%, donc un événement 100% digital avec un site où on peut voir des événements au fur et à mesure des journées sur la semaine. Et donc voilà, donc aujourd'hui je vous invite à aller regarder les événements. Donc c'est l'histoire de l'anaphylaxie, c'est le thème de cette année. Et donc voilà, on peut connaître davantage sur le sujet de l'anaphylaxie. Alors l'anaphylaxie au cœur de cette semaine mondiale. Pourquoi l'anaphylaxie ? Parce que quand ça arrive, eh bien on est bien embêté parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Alors est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que l'anaphylaxie ? Oui, alors l'anaphylaxie, c'est une réaction allergique imprévisible, immédiate et sévère, pouvant engager le pronostic vital. C'est une réaction... Est-ce qu'en résumé, on peut dire que c'est la réaction la plus sévère de l'allergie ? Alors, dans sa forme immédiate, oui. Sinon, il y a d'autres formes d'allergies, par exemple des allergies retardées, où il peut y avoir des décès également en raison voilà, des lymphocytes T, par exemple, qui vont occasionner un problème de santé. Voilà. D'accord. Mais il peut y avoir des anaphylaxies retardées aussi. Alors oui, il y a des anaphylaxies qui sont pas immédiates, retardées, mais c'est pas vraiment la majorité. Donc j'en ai jamais vu. Il y a des anaphylaxies. En tout cas, l'anaphylaxie en général, c'est lié à des immunoglobulines E, c'est des défenses immunitaires qui sont en première ligne et donc elles vont réagir tout de suite. Et donc voilà, l'objectif c'est de faire connaître l'anaphylaxie au grand public sous cette forme. Alors, on parle souvent de choc anaphylactique, mais ça, c'est la forme la plus sévère de l'anaphylaxie, on va dire. Alors, il y a différentes formes. En fait, l'anaphylaxie, non, c'est sévère, puisque c'est une défaillance hémodynamique liée à l'allergie, mais il y a aussi d'autres types, d'autres formes d'anaphylaxie, par exemple l'asthme aigu grave, qui peut aussi conduire à un décès. Et c'est le même mécanisme immunologique, c'est-à-dire lié à ces défenses immunoglobulines E. Bien, vous nous expliquez un petit peu le mécanisme. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, on va se sensibiliser à un allergène, donc par exemple les protéines de lait. Et donc, en raison de cette sensibilisation, quand on va rencontrer cet allergène une seconde fois, eh bien, les immunoglobulines E dirigées spécifiquement vis-à-vis de l'allergène, donc en l'occurrence du lait, vont créer une réaction allergique. Mais on peut être sensibilisé sans réaction clinique. Donc il y a des personnes qui peuvent travailler par exemple dans une animalerie avec des rats et des souris, être sensibilisées aux poils de rats et de souris sans signe clinique, tandis que d'autres vont déclarer une allergie. Alors, quand on parle d'anaphylaxie, oh là, c'est pas facile à prononcer. L'année prochaine, prenez une thématique plus facile à proposer. Quels sont les premiers symptômes qui doivent alerter ceux qui entourent, en fait ? Alors, on dit souvent que lorsqu'il y a deux organes touchés, c'est-à-dire
de l'urticaire, plus par exemple du mal à respirer, eh bien, c'est un signe d'anaphylaxie, après contact avec l'allergène, bien entendu. C'est un signe d'anaphylaxie, et donc, il faut traiter immédiatement. Ça commence par où ? C'est-à-dire dans le corps. Enfin, ça dépend du patient. Et ça dépend de l'allergène. Donc, par exemple, un patient donné va réagir à la cacahuète d'une certaine façon. Donc, on va commencer par avoir une rhinite, des éternuements. Donc, nous, c'est ce qu'on fait en test de provocation à l'hôpital. On veut désensibiliser les patients. Donc, on regarde leur seuil réactogène. Et donc, parfois, ils commencent juste par éternuer. Donc, on continue un peu le test. Et là, pouf, douleur abdominale. Et donc là, on traite. Voilà. Donc il faut 2 symptômes, c'est ça, au moins ? Au moins 2 symptômes pour dire anaphylaxie. D'accord. Alors après, par exemple, quand il y a une défaillance cardiovasculaire, là, ça ne remplit pas les critères de 2 organes touchés, mais c'est aussi sévère. C'est aussi une anaphylaxie. Mais en règle générale, ce qu'on voit dans le cadre d'une anaphylaxie, l'anaphylaxie la plus fréquente au niveau alimentaire qu'on voit à l'hôpital, c'est plutôt 2 organes touchés. D'accord. Et quel est l'allergène le plus, on va dire, le plus rencontré chez vous ? L'arachide. Beaucoup d'allergies à l'arachide. Alors, c'est pour ça que dans les avions, ils ont décidé de ne plus distribuer de cacahuètes. Parce que souvent, ça arrivait en plein air. Et ça continue d'ailleurs. Tout à fait. D'arriver en plein air, et là, c'est la cata. Ouais. Il y a des patients qui sont allergiques à la pistache aussi, qui en fait se retrouvent aussi avec des soucis dans les airs, parce que les hôtesses n'ont pas fait attention et ont donné des aliments contenant de la pistache. Donc, il faut faire attention aux fruits à coque, mais pas que. Mais voilà, en tout cas, aux fruits à coque, c'est pas terrible. Mais souvent, les fruits à coque sont les responsables du plus d'allergies. Alors, les fruits à coque, c'est pistache, noix de cajou, noix de pécan. L'arachide fait partie des légumineuses, mais il peut y avoir une réactivité croisée entre arachide et les fruits à coque. On peut faire donc plusieurs épisodes anaphylactiques. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, on le sait. On sait qu'on est un profil à risque. Oui, mais il y en a qui sont allergiques à des taux très faibles, donc c'est dose dépendant. Donc par exemple, alors souvent on dit 5 mg. Nous, on commence nos tests à 5 mg. On dit 5 mg, c'est toléré en général. Mais on voit très bien qu'il y a des patients, on commence nos tests à 5 mg, ils réagissent immédiatement, douleur abdominale, parfois des réactions un peu plus sévères. Donc, c'est embêtant. Et pourtant, ça reste un syndrome encore sous-diagnostiqué. Il y en a beaucoup qui s'ignorent. Oui. J'ai l'impression qu'il y en a qui vivent avec et qui évitent tout simplement l'allergène parce qu'il y a un dégoût de l'allergène. Le corps se défend comme ça, en fait. On développe un dégoût de l'allergène quand on est allergique. Et très petits, ils évitent l'arachide, par exemple. La cacahuète, ils la sentent. Et même parfois, on est dans une pièce... on est allergique à l'arachide, on est dans une pièce, il y a de l'arachide qui vole, il y a des protéines d'arachide qui volent, et donc on les sent. C'est assez marrant comment le corps se défend. Bon. Comment ça se prend en charge ? Alors, comment ? Alors, il y a la prise en charge immédiate de l'anaphylaxie. Donc là, quand on est dans l'immédiateté. Oui. Donc, quand on est devant une anaphylaxie, c'est l'adrénaline qui est le traitement de référence. Donc, du coup, il faut rapidement injecter le stylo d'adrénaline. Alors, quand on n'en a pas, c'est embêtant. Si l'allergie n'est pas connue, il faut tout de suite appeler les secours. Donc le 15, et si on se trompe, c'est pas grave, il y a le 18, il y a les pompiers, ils sont aussi formés aux gestes de secours. Donc, il y a le 112 également. Mais là, ça reste dans le cas où c'est c'est déclaré et connu. Quand c'est déclaré, normalement, la personne a une trousse d'urgence. Il y a toujours 2 stylos d'adrénaline. Normalement, il doit y avoir le protocole d'urgence dans la trousse. Et on doit injecter tout de suite l'adrénaline. Même si on a un doute, finalement, il faut injecter parce que il ne faut pas avoir de doute. On ne sait jamais, comme c'est imprévisible, ça peut guérir spontanément, sans traitement, mais on
ça peut s'empirer. Donc, vaut mieux injecter. Là, c'est pour soigner la crise. Est-ce qu'il y a un traitement de fond, finalement, comme il peut y en avoir pour l'asthme ou Alors, pour désensibiliser, on va dire. Alors, tout dépend de l'allergène. Quand c'est des allergies alimentaires, il est possible de se faire désensibiliser dans des centres spécialisés, notamment des hôpitaux. Mais quand c'est des réactions médicamenteuses, c'est plus compliqué. On fait des désensibilisations uniquement si le médicament est nécessaire au patient et c'est le seul traitement possible pour le patient. Donc souvent c'est des chimiothérapies, donc on est obligé de faire... Mais c'est pas un cancer pourtant. Non, mais quand on fait une allergie immédiate à une chimiothérapie, on est obligé et que cette chimiothérapie est nécessaire au patient. On a des protocoles de désensibilisation où on va injecter des mini-doses progressivement croissantes sur une journée, voire plusieurs jours, pour induire une tolérance et que le patient puisse recevoir sa chimiothérapie. Mais parfois, il y a des échecs. Donc, c'est compliqué. Mais souvent, on dit que les allergologues sont des inspecteurs, sont des meneurs d'enquête. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est le plus dans le travail, c'est de rechercher l'allergène en cause. Et du coup, on a besoin de savoir, d'interroger le patient à fond pour connaître déjà l'allergène, mais aussi le type d'allergie, définir le type d'allergie immédiat, retardé, parce que parfois c'est un peu mixte, donc, et de faire les tests adéquats, parce qu'on fait des tests, on sert aussi à ça, donc à finalement démêler la situation et puis faire des tests en conséquence. Est-ce que les antihistaminiques sont efficaces pour traiter un choc anaphylactique ? Alors, oui et non. C'est pas le traitement recommandé en première intention. C'est pas la pierre d'angle. Non. Il faut d'abord donner de l'adrénaline et si la situation s'empire, il faut refaire de l'adrénaline. Donc, alors, les antihistaminiques, on pourra faire, quand les secours arrivent, ils mettront une perfusion de polaramine, éventuellement des corticoïdes par voie intraveineuse, mais c'est pas ça qui va sauver le patient. Alors, antihistaminique, c'est quoi l'histamine ? Alors, c'est une très bonne question. Pour tout le monde. Non, c'est vrai qu'on utilise des expressions en imaginant que tout le monde sait ce que c'est, mais... Alors, c'est une bonne question. Alors, en fait, il y a des cellules on va dire, qui sont des défenses... première défense de l'organisme, qui s'appellent les mastocytes. C'est les cousins des globules rouges et des globules blancs. Et les mastocytes sont situés sur toutes les interfaces entre l'extérieur et notre corps. Donc, c'est-à-dire dans la peau, dans les bronches, dans le tube digestif. Et donc, les cellules sont sur le qui-vive et sont armées d'immunoglobulines E spécifiques, quand on est allergique, d'allergènes. Et donc, quand ils vont reconnaître l'allergène, elles vont dégranuler et libérer l'histamine qu'elles contiennent. Mais il y a d'autres choses dans ces cellules, par exemple, d'autres médiateurs chimiques, la tryptase. Et donc, c'est un dosage qu'on fait régulièrement. Et à l'occasion de la semaine de l'allergie en France, eh bien, nous parlons du choc anaphylactique ce matin, entre autres, mais des allergies en général, avec mon invité, le docteur Juliette Caron, qui vient de Lille et qui est allergologue. On parlait de l'anaphylaxie tout à l'heure. Finalement, il n'y a pas que le fait de manger quelque chose qui peut provoquer une anaphylaxie. Oui, alors... On peut respirer ou avoir aussi un choc cutané. Alors non. Quand c'est cutané seulement, c'est pas considéré comme une anaphylaxie. Donc quand c'est une urticaire généralisée, on considère ça pas anaphylactique. D'accord. Il faut une urticaire généralisée avec, par exemple, une douleur abdominale. Et là, c'est considéré comme une anaphylaxie. Voilà. Mais encore une fois, dans le déclenchement de l'allergène. Oui, mais c'est le même mécanisme. C'est pareil ? Oui, alors, le même mécanisme. Si on inhale, par exemple, l'allergène. Oui, alors en fait, maintenant, il y a des nouvelles formes d'allergie, notamment l'asthme d'orage, qui peut occasionner des décès.
Donc c'est en fait une forme d'allergie qui a été constatée notamment en Australie et au Royaume-Uni depuis les années 80. Et on en a de plus en plus en Europe. Notamment, il y en a eu une en 2023, en juin, à Paris. Et donc, il y a eu une augmentation des entrées aux urgences pour asthme, dans un contexte finalement de pic de pollution, augmentation du vent et pic allergénique, donc c'est-à-dire pollen de graminées et moisissures. Et donc, les patients se sont présentés. Il me semble qu'il y avait 1900 patients aux urgences en région parisienne pour ce problème. 14% ont été hospitalisés. Donc ce qui prouve que c'était grave. Ce qui prouve que c'était grave, et c'était des patients qui étaient jeunes, entre 14 ans et 44 ans. Donc ça peut toucher tout le monde. Alors souvent, pour l'asthme d'orage, c'est quand même des patients qui ont des prédispositions, donc une rhinite ou un asthme déjà connu, asthme allergique. Mais il y a des patients qui n'avaient aucune... qui ne pensaient pas être allergiques, et qui ont présenté un asthme d'orage. On estime aujourd'hui que près de 34% des Français seraient allergiques. Et les allergies augmentent dans le monde entier. Vous êtes d'accord avec ce chiffre, 34%, 35%? Alors c'est difficile de dire parce que moi je vois que des gens allergiques. 100% des patients quasiment qui viennent me voir sont allergiques. Ouais. Donc j'ai dit, je sais pas, j'arrive pas à estimer, mais effectivement c'est un chiffre qui revient souvent dans les études. Et donc voilà. Alors on ne devient pas allergique du jour au lendemain? Alors, malheureusement, il y a des patients qui vont devenir allergiques du jour au lendemain, par exemple. Vous me contrariez, c'est bien, j'adore aujourd'hui. Mais il ne faut pas la rencontre avec l'allergène avant? Si, mais du coup, ils ont été exposés. Donc ils sont sensibilisés. Donc d'abord, ils ont été exposés à l'allergène. Exactement. Ils ont été exposés, mais ça peut être une exposition. Et ça peut être une exposition, une allergie croisée. Donc, c'est-à-dire que on s'est sensibilisé au pollen de bouleau, d'accord ? Dans le nord de la France, c'est ce qui se passe le plus souvent. Donc, la protéine en cause dans les allergies au pollen de bouleau, c'est souvent une protéine qui s'appelle PR10. C'est une protéine de défense de l'organisme du pollen. Et on va avoir des allergies croisées avec la pomme, par exemple, qui a aussi une PR10 et qui ressemble à celle du bouleau. C'est la plus courante, bouleau, pomme. Alors, nous, dans le nord de la France, c'est le cas. Ouais. Mais dans le sud, c'est différent. Une allergie croisée, c'est donc quoi ? C'est la rencontre de deux allergènes, c'est ça ? Non. Une allergie croisée, c'est quand on développe des symptômes liés à une sensibilisation à une protéine qui est de structure quasiment identique. C'est-à-dire que la PR10 du bouleau, elle va ressembler beaucoup à la PR10 de la pomme. Et donc, du coup, notre organisme, quand on va manger la pomme, il va croire que c'est une intoxication, quoi. Donc il va du coup réagir et considérer cet allergène comme un ennemi. Est-ce qu'on sait pourquoi le système immunitaire décrète qu'un élément est dangereux pour lui ? C'est une très bonne question. On ne sait pas encore exactement le mécanisme, mais... Qu'est-ce qui fait que finalement le bouleau, ça serait dangereux, ou la pomme, ce serait dangereux ? Alors que finalement, c'est... Non, ouais, c'est pas du poison, en tout cas dans la définition du poison. Il est possible que la pollution joue un rôle, c'est-à-dire que sur le pollen, il va se fixer des particules. Donc on sait que sur le pollen, il va y avoir des hydrocarbures, des pesticides, et donc ça va créer un cocktail chimique qu'on va nous inhaler. Et donc notre système immunitaire va reconnaître ce cocktail et va l'identifier comme un danger. Et donc du coup, il va se dire, tiens, la protéine de la PR10, elle n'est pas bonne pour moi. Et donc, dès qu'il va y avoir une PR10, qu'elle soit associée après ou non à un pesticide ou une hydrocarbure, il va le considérer comme mauvais. Est-ce que le changement climatique dont on parle et qu'on constate en ce moment est lié à l'origine de nouvelles allergies, et est-ce que ça a un impact sur les allergies ?
Et comment ça l'impacte ? Alors oui, ça a un impact sur les allergies. Alors on sait qu'il y a une augmentation du CO2 depuis 1850 et cette augmentation du CO2 fait qu'il y a une augmentation de la production de pollen par les végétaux. Et ça, augmentation de pollen égale donc plus de pollen en quantité et donc forcément plus de, comme c'est dose dépendant, plus de réactions. Mais c'est pire que ça. La pollution occasionne du coup une augmentation des protéines de défense des organismes des végétaux. Donc finalement, le pollen de bouleau, d'il y a peut-être 100 ans, était beaucoup moins allergisant parce que la PR10, par exemple, c'est une protéine de défense de l'organisme. Donc il y avait peut-être moins de PR10. Or maintenant, eh bien, la PR10, elle est costaud et donc elle est plus importante dans le pollen et donc plus d'allergénicité. Par exemple, sur les allergies saisonnières et des pollens, quel est l'arsenal thérapeutique dont vous disposez ? Alors, tout d'abord, traitement symptomatique. On traite la réaction clinique, donc la plus fréquente, c'est la rhinite allergique. Donc, on donne des antihistaminiques. Nez qui coule, yeux qui grattent. Des corticoïdes par voie intranasale. Et puis, quand c'est une conjonctivite associée, on donne des collyres. Et souvent, ça se passe bien, mais quand même, ça peut persister. Et donc, les patients peuvent être gênés malgré le traitement des symptômes. Donc ça, c'est plus embêtant. Donc la rhinite devient permanente et nécessite un traitement de plus en plus important. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un comprimé d'antihistaminique, ils en prennent 2, puis 3, puis 4. On peut aller jusque 4 par jour. Mais là, au bout de 4, là, il faut quand même consulter et faire quelque chose. C'est la surdose, 4 ? Oui, au-dessus de 4, vaut mieux éviter. Et il peut y avoir des troubles du rythme cardiaque. Enfin voilà, c'est pas terrible. Il peut y avoir une somnolence et ça augmente l'appétit. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux consulter avant. La désensibilisation, à quel moment l'envisager ? C'est une bonne question. Alors on recommande de plus en plus la désensibilisation chez les enfants, de plus en plus tôt. Pour éviter justement la marche atopique, c'est-à-dire qu'il commence à avoir... Alors, atopique pour tout le monde. Alors, atopique... Ça, c'est un terme d'allergologue. Oui. Alors, l'atopie, c'est une prédisposition génétique à synthétiser, donc à produire des immunoglobulines E dirigées spécifiquement contre notre environnement. Voilà. Donc, du coup, il peut y avoir une marche atopique, on développe des allergies alimentaires, par exemple au lait, à l'œuf, etc. Puis on a une rhinite, puis un asthme. Et donc tout ça, au fur et à mesure du temps, ça s'aggrave. Et pour éviter ça, on propose de façon assez rapide à des enfants qui ont déjà des allergies alimentaires, une rhinite allergique. On propose facilement une désensibilisation aux allergènes respiratoires. D'accord. Alors sous quelle forme ? Qu'est-ce qu'on prend comme des gouttes, des cachets, des piqûres ? Il existe plusieurs formes. Donc la forme par solution liquide, maintenant on dit, et la forme comprimée sublinguaux. Donc on adapte selon c'est selon le médecin, selon le patient, voilà. Donc, quelle est la durée ? Parce que ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup arrêtaient en cours de désensibilisation. Donc, en gros, on s'engage pour combien de temps ? Oui. Normalement, c'est minimum 3 ans. Donc, on dit 3 ans. Parfois, ça peut arriver d'aller jusque 4 ans, voire 5, mais c'est pas la majorité des patients. Et donc, il faut motiver les patients parce qu'il y en a qui arrêtent. Et se lassent. Ouais. Surtout les adolescents. Je dis rien, mais c'est vrai que même pour la désensibilisation alimentaire, c'est pas facile. C'est pris en charge par la Sécu, quelle que soit la forme ? Alors, c'est pris en charge par la Sécurité sociale à hauteur de 15% pour les comprimés sublinguaux et 30% pour les solutions liquides. À vos mutuelles ? Exactement. C'est donc, ça que ça veut dire. Il y a des mutuelles, malheureusement, qui ne remboursent pas bien les comprimés sublinguaux. Donc, il faut se renseigner. Ceux à 15%, oui, effectivement. Ouais. Voilà, tout à fait. Et donc, il faut se renseigner à l'avance pour savoir si la mutuelle rembourse bien. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est vrai qu'aussi, ça a un coût. Oui, c'est 60... compte tenu de la durée. Oui, et puis on a de la chance déjà en France que ce soit remboursé en partie, parce que par exemple, en Belgique,
sont pas du tout remboursés et donc ils doivent sortir de leur poche 70 à 100 euros par mois. Donc c'est quand même quelque chose sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fait un budget. On parle beaucoup d'immunothérapie. Alors ça s'adresse à quel type d'allergie ? Alors l'immunothérapie, c'est un gros mot pour dire finalement une désensibilisation. C'est trop chic. Ouais. Alors désensibilisation. Alors en règle générale, ça veut dire désensibilisation. Immunothérapie par voie sublinguale pour les solutions liquides et comprimés sublinguaux et immunothérapie par voie orale pour les aliments. Et les biothérapies ? Alors ça, les biothérapies. Ça veut dire des thérapies bio ? Pas vraiment, mais en tout cas, on est content de les avoir. Alors, moi personnellement, j'utilise plutôt c'est une biothérapie dans le cadre de l'urticaire chronique, parce que je vois pas mal de patients dans ce contexte, et pour la dermatite atopique modérée à sévère. Et donc, on est content quand on n'arrive pas à s'en sortir, quand par exemple, pour l'urticaire chronique, les patients ont 4 comprimés d'antihistaminiques par jour et ils ont toujours des symptômes d'urticaire, ils sont gênés. On est content d'avoir une biothérapie pour les soulager rapidement. Sur l'asthme, ça fonctionne ? Alors, sur l'asthme, ça fonctionne. Sur l'asthme allergique, attention. Alors, sur l'asthme allergique, ça fonctionne. Alors, moi, personnellement, je vois pas beaucoup d'asthme. Donc, je vois beaucoup d'allergies alimentaires et d'urticaire. Mais sinon, ça fonctionne, tout à fait. Alors, vous voyez peut-être beaucoup d'allergies alimentaires parce qu'aujourd'hui, l'augmentation du nombre de personnes qui sont allergiques et qui font des allergies alimentaires a explosé. Oui. Probablement que c'est vrai, ça a dû exploser. Alors nous, on en voit tous les jours, donc c'est vrai que oui, c'est votre quotidien. Voilà, c'est mon quotidien. Alors on voit aussi des formes différentes d'il y a par exemple 5 ans. On voit de plus en plus d'allergies aux légumineuses, petits pois, lentilles, alors que on n'en voyait pas tant il y a 5 ans. Et quelle explication vous donnez à ça ? Alors peut-être des changements dans les habitudes alimentaires. Oui, les gens mangent moins de viande. Les gens, mangent moins de viande. Et on leur a dit, remplacez-les par des légumes secs. C'est possible. Mais quel est l'allergène, par exemple, des lentilles ou des petits pois ? Alors, il y a des protéines qu'on dit des protéines de stockage, de défense de la graine, qui sont spécifiques à ces graines, et donc on va se sensibiliser à ces protéines en mangeant, et on va devenir allergique. Bien. Une semaine pour parler d'allergie en France. Je rappelle que vous avez mis au pied un site qui s'appelle... Oui, semaine de l'allergie.fr. Voilà, c'est gratuit. Voilà. Une semaine pour sauver des vies. Alors, il y a plein de choses. Oui, donc il y a un contenu digital, 100% digital, avec l'intervention de plusieurs experts, mais également des personnes qu'on a interrogées dans la rue. On leur a demandé qu'est-ce que c'était l'anaphylaxie pour eux. Donc il y en a qui ont calé, et il y en a qui nous ont bien répondu. Donc c'était intéressant de savoir, de sonder un petit peu la population dans ce contexte. Voilà, c'est la semaine mondiale de l'allergie en France, SMAF. J'ai invité le docteur Juliette Caron qui vient de Lille et qui est allergologue. Alors c'est une question d'une auditrice qui écoute souvent l'émission et qui était un petit peu désemparée et qui me dit, je sais ce que mon bébé a, il souffre du SAMA ou de l'ASAMA, on dit quoi ? Alors le SAMA, parce que c'est le syndrome d'activation mastocytaire. Alors, le syndrome d'activation mastocytaire, c'est une réaction clinique où on doit associer 2 symptômes d'hypersensibilité, donc par exemple digestive, douleur abdominale, et par exemple respiratoire, gêne respiratoire. Et il faut que ce soit en même temps et qu'il y ait une augmentation de la tryptase, qui est ce que dégranule les mastocytes quand on fait une réaction, et qu'on soit amélioré par les antihistaminiques. Donc ça fait beaucoup de conditions à remplir. Donc c'est malheureux. Et en plus, donc il y a pas mal de personnes qui disent que leur enfant ou eux ont un SAMA, mais c'est difficile à mettre en évidence. Alors popularisé par les réseaux sociaux, et voilà. Ouais, mais alors, vous envoyez-vous des SAMA ? Alors,
je vois des gens qui souffrent d'hypersensibilité. Moi, je préfère parler d'hypersensibilité cutanée, digestive, respiratoire. Alors, le SAMA mime l'allergie. Donc, et finalement, quand on fait une allergie, on remplit les critères du SAMA. Donc, il faut obligatoirement passer par un allergologue pour faire des tests, savoir si ce n'est pas véritablement une allergie. Alors quand ça c'est validé, que finalement c'est pas une allergie. Oui, alors ça peut être d'autres choses, d'autres causes. Par exemple, il y a des parasitoses qui peuvent mimer des signes d'allergie. Il y a des problèmes enzymatiques, notamment un déficit en diaminoxydase intestinale ça va mimer finalement une allergie. Quand on va manger des fraises, il y a beaucoup d'histamine. On va assimiler donc l'histamine, mais l'enzyme ne fonctionne pas bien. Donc finalement, l'enzyme reste et l'histamine reste dans le corps et donc on va réagir. Mais chez un bébé qui vient de naître et qui est alimenté du lait de sa mère, alors il peut y avoir un déficit en diaminoxydase, donc il faut quand même vérifier ça, donc vérifier s'il n'y a pas une intolérance à l'histamine. Ça se voit. Ça se voit. Se voit. Alors après, il peut y avoir d'autres problèmes. Il y a des tests pour ça. Oui, il y a un dosage biologique dans le sang. Mais par contre, il faut quand même éliminer d'autres choses. Donc après, il faut examiner l'enfant. Il faut qu'elle soit vue que l'enfant soit examiné par un pédiatre. Je crois qu'il tourne en rond là en ce moment. Ouais. Il tourne en rond. Ah non, c'est pas facile. Et ils lui disent que tout va bien. Enfin, en tout cas, que tous les résultats des tests sont normaux. Alors parfois, on ne trouve pas. Il faut savoir qu'on ne trouve pas, mais il ne faut pas forcément caractériser ça par un SAMA. En fait, SAMA, c'est souvent parce qu'on ne trouve pas qu'on dit SAMA. Et donc, ce qui est important, c'est de donner un traitement adapté. C'est ça le plus important. Donc, antihistaminique, ça peut être également de la DAO, diaminoxydase, si l'enzyme ne fonctionne pas bien. Donc, on peut donner de l'enzyme. À un bébé ? Oui, c'est possible. Et enfin, en tout cas, nous, on a des patients où on n'a pas le choix. En fait, on donne l'enzyme. Et puis, il y a des traitements, des biothérapies également. Des patients qui font de l'urticaire et même tout bébé. Et donc, on peut mettre en place une biothérapie qui permet de diminuer les réactions cutanées. Mais alors, ça se guérit ou ça traite les symptômes ? Ça traite les symptômes. Mais on peut espérer qu'en grandissant, l'hypersensibilité disparaisse. Alors, tant qu'on est en train de parler des bébés, j'aimerais que vous nous parliez de l'allergie aux protéines du lait de vache, qu'on appelle l'APLV. Alors, il y a plusieurs APLV déjà. Oui, il y a plusieurs APLV. Donc, il y a l'allergie aux protéines de lait de vache retardée, qui est donc une forme plutôt digestive, où le patient va réagir, on va dire, dans les 24 à 48 heures suivant la prise de lait. Donc, comme c'est 24-48 heures, c'est pas facile à mettre en évidence, mais souvent, ça survient dans les 2-3 premiers mois de vie. Et là, on s'en rend compte. C'est l'enfer pour les parents. Oui, il y a un retard parfois de la courbe staturo-pondérale. Pour les parents qui vivent ça, c'est un enfer. Il y a d'abord l'errance thérapeutique, et puis il y a la joie d'un bébé qui ne garde rien. Tout à fait. Donc, il faut vite consulter un allergologue pour faire le diagnostic. Il y a l'autre allergie aux protéines de lait de vache qui est un peu plus rare, qui est l'allergie immédiate liée aux immunoglobulines E. Et là, donc c'est grave. On peut avoir un choc anaphylactique. Effectivement, il faut une trousse d'urgence avec stylo d'adrénaline. Donc, il faut voir aussi un allergologue dans ce contexte. Quelle est la solution de substitution pour les parents qui sont confrontés à ça, à une APLV ? Alors, si l'APLV est sévère, on donne des acides aminés. C'est-à-dire que quand on est allergique à une protéine. Et donc, on va donner finalement des acides. La protéine, elle est faite d'acides aminés. Et là, on va donner des acides aminés directement, puisque quand on donne du lait, l'organisme reconnaît l'entièreté. Enfin voilà, il reconnaît des bouts de la protéine, une conformation d'acides aminés spécifiques. Et quand ils sont cassés, on voit plus. Le système immunitaire ne reconnaît plus et donc ne réagit plus. On parlait des allergies alimentaires tout à l'heure. Alors, quelle différence vous faites entre une allergie alimentaire et une intolérance ? Une intolérance, oui. Alors,
Une allergie alimentaire, c'est une réaction du système immunitaire. Donc, on va mettre en évidence sur la peau, par test cutané, souvent, donc, la réaction des immunoglobulines E, donc par prick test, ou les lymphocytes T au patch test. Mais les intolérances, c'est plutôt digestif en général, et c'est lié à un problème enzymatique. Donc, par exemple, le lactose, c'est un sucre. Donc, on ne peut pas être allergique au lactose. On est allergique à une protéine. Donc, allergique au lactose, ça n'existe pas. Donc, on est intolérant au lactose. Et pourquoi on est intolérant au lactose ? Parce qu'on a la lactase qui ne fonctionne pas bien au niveau du tube digestif. La lactase, c'est ? La lactase, c'est l'enzyme qui dégrade le lactose. Mmh. Et donc, on peut supplémenter. Ça, c'est très simple. On donne de la lactase et on va mieux. Mais par contre, c'est un substitut à vie. Alors après, il y a des intolérances au lactose qui sont liées à une infection. Par exemple, on a une gastroentérite, on a un problème sur le tube digestif est inflammatoire, l'enzyme ne fonctionne pas bien sur un temps donné, et donc on peut faire un supplément en lactase sur ce temps-là, et puis ça va se rétablir. Mais les symptômes sont les mêmes ? Non, pas vraiment. Entre une allergie et une intolérance ? Alors, c'est une bonne question. L'intolérance, par exemple, au lactose, ça va se présenter sous forme de diarrhée assez rapide après la consommation de lait, tandis que l'allergie, c'est un peu plus fourbe, insidieux. Ça va être... Alors, il peut y avoir des diarrhées, effectivement, donc dans ces cas-là, il faut absolument... Vous ne faites pas l'économie de la diarrhée, les enfants. Il faut faire le point avec l'allergologue, mais il fera la différence. Et puis, on peut faire un régime sans lactose et puis voir, de toute façon, si il tolère, il ne tolère pas, c'est que c'est une allergie. Et s'il tolère, c'est un problème de lactose. Mais l'allergie, souvent, il y a d'autres signes. Ça peut être une constipation. Ça peut être... il y a une cassure de la courbe du poids. Enfin, c'est quand même ça peut être plus grave. Mmh. Et le seul moyen donc d'y remédier, c'est d'éloigner l'allergène ? De faire l'éviction de l'allergène, tout d'abord. Pour l'allergie aux protéines de lait de vache, oui, il faut faire l'éviction de l'allergène, mais bien sûr faire la substitution en acide aminé ou hydrolysa pour les cas les moins sévères. Donc, c'est les protéines qui sont coupées, mais pas autant que des acides aminés isolés. Et réintroduire, on dit 4 à 6 mois plus tard, faire des tentatives de réintroduction. Ça, c'est seulement pour les allergies retardées. Les allergies immédiates, la réintroduction se fait en milieu hospitalier. Et il faut faire très attention parce que quand on réintroduit dans le cas d'une allergie retardée, aux protéines de lait de vache, on peut avoir développé une forme immédiate. Et donc, il faut absolument avoir fait des tests cutanés ou une prise de sang pour être sûr qu'il n'y ait pas d'immunoglobuline E vis-à-vis des protéines de lait de vache. Il y a des tests spécifiques aux allergies alimentaires ? Oui. Donc, je parle de prick test. Donc, c'est assez simple. On met l'allergène sur la peau et on va faire une petite dermabrasion. Et ce sont les mastocytes, donc les cellules... Les fameuses. Et c'est ça, les fameuses, qui sont armées, qui ont des immunoglobulines E dirigées contre les protéines de lait de vache ou pas. Et donc, si elles en ont, les mastocytes vont dégranuler et libérer de l'histamine. Ça va gratter et ça va faire une papule. Et donc, le test est positif. Si c'est négatif, on n'a rien. Il ne se passe rien. Circuler et rien à voir. C'est ça, tout à fait. Les allergies alimentaires font désormais partie du cortège des pathologies liées à l'altération du microbiote intestinal, la star de tous les médias. Déjà, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait un lien entre allergie et microbiote ? Est-ce que vous en parlez à l'hôpital ? Alors, oui et non. Par exemple, pour les patients qui sont sous acide aminé, on donne souvent en parallèle dans le cas d'une allergie aux protéines de lait de vache retardée, on donne des probiotiques. Mais c'est vrai que on parle pas. Pour l'allergie alimentaire, on sait qu'il y a une dysbiose. On sait que probablement qu'il y a un problème de mauvaises bactéries qui
pourrait occasionner, on ne sait pas si c'est l'œuf ou la poule finalement. Il y a des mauvaises bactéries et donc ça occasionne une allergie alimentaire. Voilà, on ne sait pas. Mais moi, j'en vois plus dans le cadre d'intolérance alimentaire. C'est-à-dire que des patients qui n'ont pas d'allergie, mais qui ne tolèrent pas une multitude d'aliments à cause d'une dysbiose, ça j'en vois. Et ça, il faut les traiter. Donc il y a des traitements antibiotiques. Et là, on met des probiotiques en association et ils vont beaucoup mieux après. Donc là, on voit l'efficacité des probiotiques dans ce contexte. Pour l'allergie alimentaire, c'est encore un peu obscur. C'est tôt. C'est un peu tôt, oui. Est-ce qu'on peut être allergique au soleil ? Je dis ça parce qu'il fait tellement chaud en ce moment, il y a tellement de soleil. Alors, on peut être sensible au soleil. Mais est-ce qu'on peut faire des allergies au soleil ? Alors, on peut faire des allergies parce qu'on a consommé quelque chose et on va une substance, donc par exemple des anti-inflammatoires, on va s'exposer au soleil, donc de l'aspirine, on va s'exposer au soleil et on va avoir une réaction cutanée, et donc un œdème de la face par exemple. Mais c'est pas une allergie. Ça peut être une allergie. On dit que c'est des photodermatoses. Donc, c'est une forme d'allergie. Photosternulatoire. J'ai trouvé ça. Ah non, je connais pas ce mot. Non, mais faut pas. Mais alors moi, je suis pas dermatologue. Alors, c'est plutôt les dermatologues qui en voient. Vous avez jamais entendu ça ? Oui, je fais des allergies au soleil. Alors, les patients le disent, mais des lucites, en fait, c'est-à-dire que dès qu'il y a le soleil qui apparaît, au printemps, il commence à rougir et ça c'est le plus fréquent des lucites, mais c'est pas vraiment une allergie. Mais on peut le dire, mais ça n'en est pas, quoi. Non, la lucite. Mais moi j'en vois pas, je suis pas dermatologue, donc c'est vrai que les patients ne me consultent pas pour cette raison. Non, il y a autre chose à faire. Alors, une semaine pour sauver des vies, www.semaineallergie.fr. Alors, il y a un tiret entre semaine et allergie, tiret du 6.fr. Pour participer à cette semaine et aux événements qui ont lieu toute la semaine, l'anaphylaxie, vous l'avez compris, est au cœur de cette semaine mondiale de l'allergie. Merci Juliette Caron d'être venue depuis Lille nous voir. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.